Hidalgo, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous publiez Mon combat pour Paris aux éditions Flammarion, et où on apprend entre autres que vous avez failli être ministre de ce gouvernement. Alors on va parler de la semaine politique, on va parler de ce gouvernement, on va parler de la France divisée, du réveil des groupuscules, des manifestations de cet après-midi à Paris et des manifestations dans les jours qui viennent. Et on va commencer, si vous voulez bien, par le dernier sondage assez préoccupant pour la majorité et pour le président. Le journal du dimanche ce matin, record de mécontents pour François Hollande, 74%. C'est du jamais vu, ça vous inquiète ? C'est bien sûr difficile, la situation qu'on traverse et ce mécontentement, on le voit à travers ce sondage. Pour autant, je pense que le gouvernement prend des mesures structurelles importantes. Je pense par exemple à ce qui est en train de se faire sur le marché du travail, le fait d'avoir remis le dialogue social en avant pour réformer le marché du travail est quelque chose de positif et je pense que ça va produire ses effets. Je crois aussi que les mesures qui ont été prises pour relancer notamment la croissance et autour du crédit d'impôt commencent elles aussi à produire des effets. En tous les cas, les 20 milliards d'euros qui ont été mis dans l'économie, réinjectés, sont des éléments positifs. Après, nous sommes dans une crise terrible dont une partie de sa résolution passe par le niveau européen. Et au niveau européen, je pense qu'il faut effectivement que chacun comprenne qu'on ne peut pas être simplement dans des politiques qui soient d'austérité. Ce n'est pas le cas de la France parce que même si la situation est très très difficile sur le plan social et sur le plan économique, on a quand même un gouvernement qui veut tenir aussi le modèle et une protection sociale. Voilà. Et donc on n'est pas dans une action politique qui viserait à lâcher complètement la protection et le modèle social, ce dont bien sûr je me réjouis, mais la situation est très très difficile, ça je crois que tout le monde en convient. Yves Doré. Bon, malgré toutes les dispositions dont vous avez parlé, on a le sentiment quand même qu'aujourd'hui, en dehors d'un remaniement du gouvernement, rien ne pourra au fond permettre à François Hollande de rebondir. Alors, est-ce qu'il faudra attendre que François Hollande tombe en dessous de 20% pour qu'il décide ce remaniement ? Moi, je pense que la question du remaniement, elle se posera bien évidemment et elle permettra peut-être à un moment donné... Elle ne se pose pas pour l'instant. En tous les cas, c'est pas à moi de la trancher. Vous savez, moi, je suis mobilisée sur Paris pour Paris. Je veux faire de cette campagne pour Paris, et d'ailleurs, si on gagne Paris, ce sera, je pense, une bonne nouvelle pour toute la gauche en 2014. Donc moi, je suis concentrée sur cet objectif-là, mais pour ce qui est du remaniement, j'ai le sentiment que la politique qui est suivie aujourd'hui va produire ses effets. Vous savez, on est sorti de 10 années de droite, 5 années avec Nicolas Sarkozy, où finalement ça a été une politique quand même extrêmement libérale qui a été conduite. On a vu, il y avait le bouclier fiscal, il y avait des mesures qui finalement ne satisfaisaient qu'une partie de la population. Les classes moyennes étaient mises fortement à contribution et en plus il y avait des pans entiers de notre protection sociale qui étaient mis à rude épreuve. Aujourd'hui, on est dans une politique qui est beaucoup plus équilibrée, qui bien sûr considère que la lutte contre les déficits, c'est une priorité, parce qu'on ne peut pas laisser un endettement à nos enfants et aux générations futures. Il faut avoir de la responsabilité, et c'est ce que met en œuvre ce gouvernement. Et puis, il faut aussi tenir un certain nombre d'éléments du pacte social qui est le nôtre, qui est celui de notre République, parce qu'on a besoin, on ne peut pas laisser effectivement un certain nombre de personnes sur le bord du chemin. Et il y a une politique sociale, il y a une politique en direction de ceux qui sont fragilisés dans la crise qui existe. Maintenant, la situation est très dure. C'est vrai que les plans sociaux, c'est vrai qu'un certain nombre de décisions de grandes entreprises de licencier fortement sont là et que forcément, ça a un impact sur la popularité du gouvernement. Bon, moi, je pense qu'il faut vraiment poursuivre ce cap et voir aussi attendre
et promouvoir des résultats qui permettront au gouvernement, à la classe politique, d'être mieux crédités dans les enquêtes d'opinion. Alors, néanmoins, on a eu droit depuis quelque temps à toutes sortes de chocs, le choc d'administration, le choc de transparence, le choc de moralisation. Il n'y a qu'un choc qu'on n'a pas eu, c'est le choc politique. Vous dites pas de remaniement, mais quel geste politique doit être fait pour apaiser le climat ? D'abord, je pense que sur la crise de confiance qu'a révélée notamment l'affaire Cahuzac, cette crise de confiance entre le politique et les citoyens, le chemin de la transparence est un chemin. C'est une réponse, même si, bien évidemment, la situation de Jérôme Cahuzac, ce qu'il a fait, ce mensonge terrible qu'il a proféré devant la France tout entière, c'est une insulte à notre démocratie. Et la plupart des élus, la grande majorité des élus sont des gens honnêtes. Mais je pense qu'il fallait passer par ce chemin de la transparence et donc effectivement qu'il puisse y avoir un contrôle, une transparence, que l'on puisse veiller à ce que effectivement les élus n'utilisent pas leur mandat pour s'enrichir ou à d'autres fins que celle de servir les citoyens. Ça, c'est une première étape qui me paraît très importante. Et de ce point de vue, on se rapproche aujourd'hui des grandes démocraties européennes qui ont déjà instauré cette transparence. Le contrôle aussi. Le contrôle de ce que déclarent les élus me paraît être extrêmement important, avec bien sûr des sanctions à la clé, et les sanctions d'inéligibilité me paraissent tout à fait justifiées. Mais je pense qu'il y a d'autres éléments qui sont importants aussi pour rétablir cette confiance. Je suis persuadée que si on représente dans sa diversité la société française, dans sa diversité d'origine, dans sa diversité sociale aussi, on aura une représentation politique qui ressemblera beaucoup plus aux Français, dans laquelle ils se reconnaîtront aussi plus facilement. C'est pour ça que je milite notamment pour le non-cumul des mandats, parce que le non-cumul des mandats, qui est très spécifique à la France quand même, il y a peu de pays où ça se pratique aussi allègrement, le non-cumul des mandats est le verrou. C'est le cumul des mandats qui se pratique allègrement. Oui, j'ai dit le non-cumul. Je suis tellement dans le non-cumul. Voilà, le cumul des mandats se pratique allègrement dans notre pays, à la différence des autres, et c'est le verrou. C'est vraiment l'élément qui fait que finalement la classe politique ne se diversifie pas au point auquel elle devrait pouvoir se diversifier. Je milite pour cela. D'ailleurs, je me suis engagée pour Paris dès 2014 à conduire des listes où il n'y aura pas de maire d'arrondissement ou d'adjoint au maire de Paris qui serait en même temps parlementaire. Alors dans ce climat que vous décrivez et qu'on décrit, qui est très difficile pour le gouvernement, il y a un grand absent, c'est le Parti socialiste. Où est passé le Parti socialiste ? On a l'impression qu'il ne joue pas son rôle de relais pédagogique des mesures. Vous êtes déçu ? Je ne suis pas déçue. Je pense que le Parti socialiste travaille. Ce n'est pas simple, c'est vrai, d'être dans une situation avec le gouvernement au pouvoir. Ceci étant, il y a un travail qui se fait au sein de ce Parti socialiste. Regardez sur les questions notamment d'emploi, les questions liées à la transposition de l'accord national interprofessionnel dans la loi. Il y a eu un travail. Désir est contesté, la direction actuelle est contestée au sein même du Parti socialiste. Moi, je ne suis pas là pour jeter la pierre à tel ou tel. On est dans un contexte très difficile. Exercer une responsabilité politique, c'est extrêmement exigeant. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'effectivement, tout cela converge, qu'on donne confiance. Vous avez raison, il faut donner confiance aux militants, il faut donner confiance aux Français et il faut trouver le bon équilibre. Voilà, il n'est peut-être pas encore trouvé, mais j'ai confiance dans les personnes pour y arriver. C'est quand même la foire d'empoigne au PS. La déclaration de patrimoine pour les parlementaires est contestée. Vous êtes favorable ? J'y suis favorable. D'ailleurs, je l'ai déclaré et je pense qu'il faut arrêter ces petites musiques-là. Ça, je suis assez d'accord avec ce que vous évoquez comme, c'est pas la foire d'empoigne, mais en tous les cas, une cacophonie. Il faut arrêter cela. Je crois qu'à partir du moment où le gouvernement, le président de la République, le Parti socialiste, d'ailleurs, dans un mouvement très
cohérent avec ce qu'attendent les Français, souhaitent qu'il y ait une transparence. Il faut aller vers cette transparence et ne rien craindre de la transparence. Claude Barthelin a tort de s'opposer comme ça à cette transparence? Vous savez, je ne suis pas là pour donner des bons points. Un tel aurait raison, un tel aurait tort. Je pense que la situation du pays est grave. Vous voulez avoir votre avis? Est-ce qu'il a raison de s'opposer à Non, je crois qu'il il faut accepter les règles de transparence. C'est pas plaisant, hein, je vous assure. C'est sûr que c'est pas plaisant d'étaler son revenu, son patrimoine sur la table. On peut se dire. Et puis il y a du voyeurisme. Tout ça, je suis d'accord. Hein. Vous savez, moi, quand j'ai communiqué mon patrimoine et mes revenus sur le site, il y a eu un pic de consultation de mon site internet comme jamais. Il faut le faire souvent. Voilà, faut le faire souvent. Ben voilà, tous les jours, je vais republier mon patrimoine et mes revenus. Mais donc, il y a une part de voyeurisme à l'évidence, mais je crois que c'est le prix à payer. Voilà, cette transparence, c'est le prix à payer pour recréer de la confiance. Alors, on a vu une séance très dure, c'est le moins qu'on puisse dire, au Parlement jeudi soir, tard dans la nuit et jusqu'au petit matin. Les manifestations se poursuivent cet après-midi encore. Les débordements pour vous dans cette affaire de mariage pour tous, ils sont d'un seul côté ? Les débordements viennent d'abord d'une violence des mots qu'on a entendue, y compris à l'Assemblée, et d'une attitude de la droite qui a été une attitude soufflant sur des braises. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, il y a des groupuscules d'extrême droite, des groupuscules vraiment extrémistes qui sont dans ces manifestations, mais rien n'est fait du côté des organisateurs pour calmer le jeu. Donc, je crois qu'il y a une responsabilité très très forte de la droite dans notre pays, de celle qui siège au Parlement, à être de plein pied dans cette levée de bouclier assez anti-parlementariste, d'ailleurs. C'est un peu en contradiction. Et donc, je pense que, vous savez, ce projet de mariage pour tous, d'abord, il n'enlève rien à ceux qui aujourd'hui sont hétéros et qui veulent se marier. Il ajoute de l'égalité des droits, il ne retranche rien à personne. Il est et il était très soutenu par la population. Il a fait l'objet d'une des propositions, la proposition 31 du candidat à l'époque, François Hollande. Il a été porté par le Parlement. Tout cela avait été dit, prévu. Il y a une majorité au Parlement qui s'est prononcée pour ce nouveau droit. Et là, on voudrait nous faire une guérilla dans la rue avec vraiment des actes et des passages à la violence qui sont incroyables. On a tous vu les images. Et la droite est derrière cela. Elle se cache un peu derrière. Mais aujourd'hui, Jean-François Copé a appelé à manifester. Il a appelé massivement ses militants à manifester. Et il sait très bien que dans cette manifestation, il va y avoir des groupes extrémistes et il ne les condamne pas. Il considère que s'il y a des violences, c'est la faute du gouvernement qui maintient une réforme. Les organisateurs, notamment Frigide Barjot ce matin, appelaient vraiment à ce qu'il n'y ait aucune violence, qu'il n'y ait aucun propos homophobe, qu'on ne touche pas aux homosexuels. Oui, enfin, elle a beau jeu de dire ça maintenant. Non, elle l'a toujours dit depuis le début je crois, du mouvement. Mais avec le recul, vous disiez tout à l'heure, ce projet de loi, au fond, n'enlève rien aux hétéros, etc. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu quand même, de manière plus prudente et peut-être dans une volonté d'apaisement, séparer les questions qui concernent l'union et le mariage de celles qui concernent la filiation ? Parce qu'on a le sentiment quand même que c'est ça qui cristallise beaucoup l'opinion, cette question aussi du droit des enfants. Plutôt que du droit à l'enfant, mais du droit des enfants. D'abord, ce qui est en jeu là, c'est le mariage. Moi, je suis favorable à l'adoption et je suis favorable aussi à la PMA, c'est-à-dire à la possibilité pour des couples de femmes d'avoir un projet de famille et d'avoir recours à cette technique de procréation médicalement assistée. Pas à la GPA. Pas à la GPA. Vous non. Pas favorable à la GPA. Non, la GPA, et d'ailleurs au Parti Socialiste, vous ne trouverez personne sur la GPA, parce que la GPA, c'est l'allocation, là, pour le coup, du ventre des femmes et la marchandisation. Mais pour ce qui est du mariage et de l'adoption, on a toujours été très clair. Vous savez, le débat, ça fait plus de 17 ans
qu'il est sur la place publique en France. Il a commencé, c'est vrai, avec le débat sur le Pacs. Il s'est poursuivi. Les associations ont travaillé, les formations politiques ont travaillé sur ce projet-là. Venir dire maintenant qu'il y aurait précipitation, c'est juste inconcevable. Tous les pays d'Europe qui sont passés justement à cette nouvelle législation, prenez l'Espagne. L'Espagne qui, sous Zapatero, avait effectivement accordé tous ses droits, y compris la PMA. L'Espagne n'est pas revenue sur cette loi et sur ses droits parce que c'est quelque chose qui s'est intégré dans la société espagnole. Et l'Espagne, c'est quand même un pays où le rôle de l'Église catholique est très important et où l'Opus Dei est toujours un peu partie prenante. Mais précisément, est-ce qu'il n'y a pas un problème de méthode ? Je ne connais pas de près la manière dont l'Espagne a voté ce projet, mais j'ai vu les détails de l'adoption en Angleterre, par exemple, et ça s'est passé assez facilement, assez rapidement, sans faire de grandes vagues. Est-ce qu'on n'a pas finalement monté en épingle alors qu'on aurait pu banaliser comme ça s'est fait en Angleterre ? Et là, on l'a mis précisément, le président l'a mis dans le programme. On a créé un secrétariat d'État dont on a dit que c'était aux familles et non plus à la famille. On en a fait une priorité au fond. Est-ce que ça n'est pas là que ça a péché ? Non, vous savez, si en Grande-Bretagne les choses se sont passées relativement calmement, c'est parce que sans doute l'opposition à ces projets a été responsable et raisonnable et n'a pas joué quelque chose qui se situait en dehors du Parlement. Je le redis, l'UNP a une responsabilité forte dans ce qui se passe dans la rue aujourd'hui et elle appelle à manifester. Ça, je crois que c'est pas contestable. Donc non, je crois que dans cette affaire-là, il y a eu à un moment donné des prises de position, des paroles extrêmement, extrêmement dures, des propos homophobes. Il y a vraiment des propos homophobes. Vous savez, le maire du 8e arrondissement à Paris, Monsieur Lebel, qui a quand même comparé le mariage entre personnes d'un même sexe à l'inceste et à beaucoup d'autres choses qui n'avaient rien à voir dans ce sujet-là. Moi, je crois que si on accorde ce droit nouveau, et on va l'accorder, si les personnes de même sexe peuvent se marier, c'est-à-dire des gens qui s'aiment, si des gens qui s'aiment, même s'ils sont de même sexe, peuvent accéder à ce droit très concret qu'est le mariage, mais aussi à ce droit très symbolique, eh bien, cela va faire tomber les discriminations qui existent aujourd'hui, et je crois que ça ne peut que pacifier la société. Et vous disiez, il y a un secrétariat d'État aux familles et pas à la famille. Eh bien oui, parce que les familles sont diverses, vous savez. Il y a plein de familles avec des modèles très différents. Et même, vous savez, il y a des familles où ce sont les femmes qui assument toutes seules leur progéniture parce qu'il n'y a plus de père. Il y a à peu près 30% de familles monoparentales à Paris. Donc oui, ce sont les familles et pas la famille. Et là, besoin de théoriser cela. C'est ça le problème, et d'en faire la grande réforme progressiste parce que c'est une très grande réforme progressiste qui va permettre de pacifier les relations dans notre société et faire tomber cette discrimination. Vous savez, aujourd'hui, moi, je vois beaucoup d'associations, une association comme Le Refuge, par exemple, à Paris, qui accueillent des jeunes garçons qui sont en rupture familiale parce que au moment où on découvre leur homosexualité dans la famille, ils sont rejetés, ils sont mis dehors. Et vous croyez que c'est normal ? Vous croyez que c'est normal que le taux de suicide des jeunes garçons homosexuels soit bien supérieur à la moyenne nationale ? Non, ce n'est pas normal. Et donc moi, je revendique l'égalité des droits, ce que porte ce projet. Mais ça veut dire ce que vous dites là, que vous ne comprenez pas du tout les arguments des gens qui sont pas favorables au mariage homosexuel. Il y a des dignitaires religieux qui ne sont pas spécialement des extrémistes enragés. Il y a des intellectuels, il y a toutes sortes de gens, des gens d'ailleurs comme vous et moi qui le pensent. Vous n'entendez rien ce qu'ils disent. Si, je les entends. Et d'ailleurs, il n'est pas question de les obliger à quoi que ce soit. C'est en cela que je dis ça ne retire rien des droits qui sont les leurs. Le mariage, l'union... Non, je ne parlais pas de ça. Je disais que ces gens-là... J'entends. Oui, mais ce que je leur réponds... Ils pensent que ce mariage
pervertit quelque part l'institution. Alors ça, je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire le mariage, vous savez, l'évolution du mariage a été forte toutes ces dernières années. D'abord, c'était un moyen de transmettre un patrimoine. Ce n'est devenu qu'un acte qui lie deux personnes par l'amour que très récemment dans l'histoire. En gros, au XIXe siècle, on était encore dans des mariages qui avaient une autre vocation. Donc le mariage, et notamment le mariage civil, puisque c'est de cela dont il s'agit, ne retire rien au fait que les convictions religieuses des uns et des autres peuvent leur faire considérer que dans leur religion, ce mariage-là n'est pas admissible. Mais c'est à la loi de la République, c'est aux parlementaires de faire la loi qui régit les rapports entre les femmes et les hommes. Une question juste qui nous relie un petit peu à la bataille de Paris. Votre principal adversaire potentiel, Nathalie Kosciusko-Morizet, elle, sur cette question du mariage pour tous... Elle est sur la même ligne. Pas du tout. Pas du tout, non. Ah non. Elle n'est pas sur la même ligne. Du tout. Elle est pour non, le elle n'est mariage. pas pour. Non, écoutez, soyons clairs. Elle a voté tous les amendements qui étaient contre le mariage et elle s'est abstenue en disant que c'était une abstention engagée. J'appelle pas ça être pour. Non, mais disons que justement, elle n'est pas dans une position conforme à la position du patron de l'UMP actuel, Jean-François Copé. Vous pensez, vous, que c'est sincère, cette espèce de retenue qu'elle a par rapport à cette question, ou que c'est uniquement stratégique parce qu'elle sait qu'à Paris, il faut être pour le mariage par tous pour être maire de Paris? J'ai plutôt le sentiment qu'elle est aux abonnés absents, là. C'est-à-dire qu'on ne l'entend pas parce qu'elle a peut-être pas envie de s'exprimer. Et donc vous pensez que c'est sincère? Elle est embarrassée sur cette question? Vous pensez je n'ai pas à m'exprimer sur ce qui l'anime. Ce que je constate, c'est que sur un sujet aussi important comme celui-là, c'est oui ou non. Quand on se marie, c'est oui ou non, c'est pas peut-être. Alors on va parler des municipales. Les sondages annoncent une vague bleue, même à Paris. Ça n'est pas gagné. Vous vous attendez à une campagne rude ? Oui, bien sûr, ça sera une campagne très difficile. Je me situe dans l'état d'esprit plutôt de la campagne de 2001. Je vois cette campagne comme une nouvelle conquête dans un contexte national qui sera difficile. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai voulu partir tôt, que j'ai voulu aller consulter les Parisiens, leur donner la parole, ce que je fais avec mon association Oser Paris. Beaucoup de groupes, beaucoup de personnalités, d'ailleurs très diverses. Vous savez, j'ai le bonheur, d'ailleurs j'avais débattu ici face à elle en 2004, d'avoir le soutien de Dominique Versini, à qui j'ai confié une mission d'ailleurs pour travailler sur les questions de pauvreté et de l'enfance à Paris. Voilà, donc j'ai beaucoup de soutien, j'ai Corinne Lepage, j'ai des personnalités du Parti communiste qui me soutiennent, des personnalités de la société civile et puis bien sûr mon parti, ma formation politique qui me soutient aussi. Et je crois que cette mobilisation très forte sera bien sûr nécessaire pour gagner la confiance des Parisiens. Puis vous avez un soutien un peu inattendu quasiment, qui est celui de Madame Rachida Dati, qui est maintenant votre compagnon de débat, qui dit que vous êtes une candidate sympathique, etc. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est une manière de diviser pour mieux régner, Anne Hidalgo? Vous voulez essayer d'opposer Nathalie Kosciusko-Morizet, Rachida Dati, enfoncer un coin chez l'adversaire? D'abord, Rachida Dati est une élue parisienne et nous avions convenu de débattre ensemble. Il se trouve que les médias ont trouvé ce débat intéressant puisqu'ils l'ont même diffusé en direct et qu'il y avait beaucoup de presse accréditée. Donc ce débat, c'est le débat entre deux élues parisiennes, toutes les deux candidates pour être maire de Paris et qui ont bien sûr des points de vue contradictoires. Vous préférez débattre avec Madame Dati qu'avec Madame Kosciusko-Morizet? Vous savez, ça lui avait été proposé à Madame Kosciusko-Morizet, elle ne l'a pas souhaité. Donc à partir de là, moi j'ai débattu avec Rachida Dati. Vous êtes prête à faire d'autres débats avec Nathalie Kosciusko-Morizet? Bien sûr, maintenant ils sont dans le temps de leur primaire, donc les autres débats viendront bien évidemment. Ce que je voudrais dire aussi avec Rachida Dati, vous savez, c'est une opposante. On est
est vraiment, on siège au Conseil de Paris toutes les deux. Il y a des sujets comme l'aménagement des voies sur berge où, à l'instar de toute la droite parisienne, elle a été contre ce projet-là. Voilà, on a des vrais sujets de divergence et je crois que ça s'est bien exprimé elle lors du a un débat. combat obsessionnel qui est de faire retirer le mur pour la paix de l'œuvre de Clara Alter et de Jean-Michel Villemotte, de l'endroit où il est disposé, placé. Elle est prête quasiment à envoyer des bulldozers pour le détruire. Vous êtes d'accord avec elle là-dessus ? Non, pas du tout. Non, moi je soutiens le maintien du mur pour la paix et je trouve qu'il faut absolument... C'est vrai que c'était une œuvre qui était prévue pour être temporaire, mais je soutiens vraiment le maintien de cette œuvre. Alors, vous avez beaucoup parlé de local avec Madame Dati. Vous en parlez beaucoup dans votre livre, le logement, le transport, le diesel. Vous pensez vraiment que la campagne à Paris sera faite sur le local ? Je pense que les Parisiens attendent et savent qu'il y a un rendez-vous qui leur est propre. Et ce rendez-vous, c'est un rendez-vous démocratique pour Paris. D'ailleurs, le débat que nous avons eu avec Rachida Dati montre qu'il y a place pour un débat parisien, même à l'intérieur d'une actualité nationale chargée d'autres thèmes. Donc oui, moi, la question qui se posera en mars 2014 n'est pas de savoir quelle sera la couleur des cheveux du futur maire de Paris. Je crois que tout le monde a compris que ça pouvait être une femme. Donc c'est très bien, j'en suis ravie. Maintenant, la question, c'est pourquoi faire ? Qu'est-ce qu'on propose aux Parisiens ? Moi, j'ai une vision pour Paris. Je la propose dans ce livre. Ma vision, c'est que Paris, qu'on a transformé profondément avec Bertrand Delanoë, qu'on a redynamisé, est une ville-monde qui doit assumer ce statut de ville-monde. Elle doit être attractive. Elle est puissante, cette ville. Elle est créative, elle est innovante. Mais je veux mettre cette puissance et cette innovation au service de la qualité de vie au quotidien. Et donc, c'est pour ça que je veux cette ville puissante, mais aussi bienveillante. Il y a de belles pages d'ailleurs là-dessus dans votre livre. Paris romance, Paris ardent, Paris pétillant, Paris pensant, Paris innovant, Paris pionnier, etc. Mais on a envie de vous demander quand même, est-ce qu'on circulera mieux à Paris avec Anne Hidalgo à la mairie ? Alors écoutez, moi, je veux continuer cette politique de réduction de la place de la voiture à Paris. Je suis très claire là-dessus. Vous savez, je crois qu'il y a une élection municipale, quelle qu'elle soit, mais surtout à Paris, on ne peut pas arriver avec un masque en racontant n'importe quoi, posant le masque sur le côté et faisant autre chose. Donc moi, très clairement, je veux qu'on continue à réduire la place de la voiture en offrant des alternatives, bien sûr, les transports collectifs. Mais Paris doit être une ville qui respire. Et vous le savez, tout le monde le sait. Dans les embouteillages, on ne respire pas bien. Oui, mais vous savez, d'abord, c'est pas vrai qu'il y a plus d'embouteillages. Ça, la droite parisienne est sur cette même rengaine depuis plus de 10 ans. Moins 25% de trafic automobile. Aujourd'hui, à Paris, seuls 7% des déplacements quotidiens se font en voiture. Donc, on voit bien qu'il y a eu un changement d'attitude des Parisiens, qu'il y a Autolib, un service qui est formidable, et de voitures électriques. Et donc, moi, je veux continuer ce chemin-là parce que Paris est une ville dans laquelle la pollution est un problème. Et on ne peut pas favoriser, comme ça a été fait d'ailleurs par les gouvernements précédents, favoriser le tout diesel qui génère des particules extrêmement dangereuses pour la santé. Là-dessus, vous êtes assez d'accord d'ailleurs avec votre adversaire putative, NKM, je n'en sais rien. Qui aussi est très opposé au diesel. Non, mais non. Pourquoi vous dites un truc comme parce ça ? qu'elle l'a déclaré. Elle veut que tout le parc d'autobus, etc. Eh ben moi, je vais vous dire, c'est bien de déclarer hybride. des choses comme ça, mais vous savez que quand elle a été ministre de l'Environnement, c'est la période pendant laquelle le parc diesel en France a le plus augmenté. Nous sommes passés de 49% à 72% de véhicules au diesel sous l'impulsion de plusieurs ministres de l'Environnement, dont Mme Kosciusko-Morizet. Juste une petite question pour finir un peu politique, mais Marielle de Sarnez va être candidate, comme vous le savez. On se souvient que François Bayrou, qui est le patron du MoDem, avait appelé à voter François Hollande à la présidentielle. Est-ce que vous pensez qu'il y a une alliance, un accord possible avec Mme de Sarnez entre les deux tours ? Moi, j'ai beaucoup de respect pour Marielle de Sarnez, que je connais, qui est vraiment une femme avec laquelle j'aime débattre et discuter. Je crois qu'il y a beaucoup de points communs. C'est une progressiste. Et d'abord, il y aura une campagne de premier tour. Donc, laissons ce premier tour permettre à chacune et à chacun d'exposer son point de vue et ses projets pour Paris. Mais je n'exclus rien. 2 questions pour finir. Enfin, une question
question est la question MyBooks. Il y a de belles pages dans votre livre sur la résistance, sur les figures de la résistance. Il paraît que le président cherche un nom pour le Panthéon. Vous avez un nom à suggérer ? Moi, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de noms qui circulaient, mais je pense qu'il faut vraiment aller sur des noms de femmes, quoi. Voilà, je suis désolée pour les grands hommes qui méritent aussi d'entrer au Panthéon, mais je pense qu'il faut aller vers des noms de femmes. J'ai suggéré, c'est pas une résistante, mais c'est quand même une grande figure aussi pour notre pays, Olympe de Gouges, qui me paraît être quand même une des femmes qui mériterait d'être au Panthéon, celle à qui on a coupé la tête. On lui a reconnu le droit à monter sur l'échafaud, mais on ne lui a pas reconnu les droits politiques et ça, je crois que ça serait une belle reconnaissance. Il faudrait déjà qu'il y ait une rue dans Paris au nom d'Olympe de Gouges. Je ne sais pas s'il y en a. Il y a une salle, il y a des lieux, mais c'est vrai, elle n'est pas suffisamment reconnue. Alors, dernière question, c'est la question MyBooks. MyBooks, c'est un site d'information sur le web, d'information littéraire, pardon, avec lequel nous vous posons en partenariat la question. Quel est votre livre de chevet ? Quel livre lisez-vous en ce moment ? Alors là, en ce moment, je lis malheureusement pas de roman parce que c'est vrai que je n'ai pas le temps. Mais vraiment, un des livres que j'ai lu récemment et qui m'a le plus frappé, c'est La femme fuyant l'annonce de Grossman. Vraiment un très très beau livre. Voilà. David Grossman, Femme fuyant l'annonce, qui était paru il y a un peu plus d'un an. Ouais. Merci Anne Hidalgo, candidate socialiste à la mairie de Paris.